Bonsoir et bienvenue les amis. On est prêt pour démarrer ce Artim Digital, cette visio. Je vois qu'on est quand même déjà quelques-uns à être connectés et bienvenue à tout le monde. Ce soir, l'exercice va consister à prendre un cas de pathologie cardiaque relativement complexe sur laquelle chacun va apporter un point de vue, chacun va développer un certain nombre de subtilités pour que ça nous fasse réfléchir à notre pratique quotidienne, que ça nous fasse voir certaines évolutions dans ces pratiques. Le principe, c'est qu'on espère qu'on va, s'amuser, s'intéresser, et deux, interagir. Et pour ça, l'idée, c'est que vous puissiez soit, malheureusement, on est tous bien habitués au Zoom depuis quelques mois, et donc soit vous levez la main par le biais de l'application Zoom pour exprimer l'envie d'une question, soit vous pouvez écrire sur le chat la question, et nous, on la verra, et on la traitera quand ce sera adapté. Ce soir, on est avec Marina Clément, qui est chirurgienne cardiaque, qui est à ma droite. À ma gauche, donc je suis quand même très très bien entouré. Je sais que ce sont des termes un peu sexistes de le dire comme ça, mais j'ai du mal. À ma gauche, il y a Francesca Sanguinetti, qui est en géographiste interventionnel. Encore à ma gauche, il y a Maximilien Sochala, qui est cardiologue, clinicien, imageur, échographiste. Et de l'autre côté, à ma droite, il y a Salem Younsi, qui est rythmologue dans l'équipe et donc qui est mon associé. Ceux que vous ne connaissez pas, on vous les présente. Et puis les autres, voilà, on est tous là. Moi, j'ai fêté, d'ailleurs, je ne les ai pas fêtés, mais ça fait 20 ans que je suis dans la maison et donc je souhaite à tout le monde d'être là dans les années qui restent avant ça et continuer l'aventure. On va démarrer avec Maximilien et c'est Maximilien qui va exposer le cas dont on va parler ce soir. Tout à fait. C'est ça. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette soirée d'hiver brumeuse. Alors, on va vous parler d'un patient de 52 ans adressé pour Angor. Il s'agit d'un patient présentant une hypothyroïdie substituée, une appendicectomie dans l'enfance et une notion de souffle cardiaque. Ces facteurs de risque comportent une obésité avec un IMC à 32, un diabète de type 2 évoluant depuis l'âge de 29 ans et insulino-requérant depuis ses 41 ans, et une hérédité coronaire assez forte avec un infarctus chez le père à l'âge de 55 ans, des stents chez le frère aîné et une notion de mort subite chez son cousin à l'âge de 48 ans. Il a un travail de bureau, il est sédentaire, il pratique quand même le motocross tous les week-ends, il est suivi que par son médecin traitant pour l'insuline et il n'a pas d'allergie. Son traitement est un traitement pour l'hypothyroïdie, la metformine pour le diabète, son insuline rapide et sa basale, et l'inipompe. Le patient présente depuis environ 1 an une dyspnée d'effort NYHA2 qui est mise sur le compte d'une prise de poids. Mais depuis 3 mois, apparaît une douleur thoracique à type d'oppression lors de la marche en côte, lors de la montée des escaliers ou lors de certaines courses de moto. Il n'y a pas de syncope. Donc, le patient consulte au SAU de Jacques Cartier du fait d'une douleur thoracique ayant duré plus longtemps que d'habitude. Au SAU, le patient est hypertendu, il a une fréquence cardiaque normale, une saturation normale, il est apyrétique. Il n'a plus mal dans la poitrine, les bruits du cœur sont assourdis, il existe un souffle 2/3/6 au niveau du foyer aortique avec une diminution du B2. Il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite ou gauche. L'électrocardiogramme présente une HVG électrique, un rythme sinusal et un hémibloc antérieur gauche. La biologie réalisée, il n'y a pas d'anémie. Il existe une insuffisance rénale dont on ne connaissait pas la créatinine de base, avec 156 micromoles par litre de créatinine, un DFG à 43, un diabète déséquilibré avec une glyquée à 9,2%, un LDL cholestérol élevé à 1,62 g par litre, une TSH normale sous lévothyrox et une troponine négative. La radio ne montre rien de particulier et le patient est adressé au laboratoire pour une échographie cardiaque transthoracique. À l'écho, la FEBG est préservée
et la valve est remaniée, calcifiée, et il existe un doute sur une possible bicuspidie. Au niveau des gradients en apical, on voit qu'on atteint 32 et 35 mm de mercure, avec un volume d'éjection qui est conservé à 50 ml par mètre carré, ce qui correspond à une surface un petit peu au-dessus de 1 cm². Lorsque le patient est pris en PEDOF en parasternale droite, on atteint des gradients un peu plus élevés à 37 mm de mercure et 39 mm de mercure, ce qui correspond à une surface à 0,94 cm² ou 1 cm², donc à la limite. L'écho ne montre pas d'autres valvulopathies, une absence d'HTAP, l'aorte initiale n'est non dilatée, la crosse aortique est d'aspect normal, et donc on est devant un RAC à ce moment-là qui est limite serré. La question est, qui aurait fait une ETO à ce stade de la présentation? Ou est-ce que quelqu'un aurait une idée pour faire un examen complémentaire qui peut être biologique ou d'imagerie pour nous aider à évaluer de manière plus précise ce RAC limite serré? On ouvre la discussion, Maximilien. Ce patient a 50 ans, il est essoufflé depuis 1 an, il a un RAC qu'il faut évaluer. Comment on avance? C'est ça la question? Exactement. Comment on avance? Test d'effort. Test d'effort. Un test d'effort. Test d'effort. Un test d'effort. L'écho d'effort, ou c'est ça? Oui, test ou écho. Enfin, une évaluation du patient à l'effort. Alors, il est arrivé quand même pour des douleurs thoraciques. Il y a également une notion d'angor plus récente. Des douleurs thoraciques à l'effort. À l'effort. Il y a des doutes sur, au niveau morphologique, à l'échographie transthoracique, sur le caractère bicuspide. Une échographie transœsophagienne pourrait être intéressante. Donc, c'est vachement bien de faire une ETO pour voir si la valve est bien bicuspide. Déjà, on peut essayer d'en parler, de voir un petit peu dans quoi l'ETO s'inscrit à ce jour dans les recommandations, par exemple. Donc, l'ETO peut nous permettre éventuellement de planimétrer en 2D l'orifice aortique. Donc ça, c'est en coupe petit axe entre 45 et 60 degrés. Ici, on voit une valve bicuspide, c'est pas le monsieur, parce que chez lui, vous allez voir qu'on n'a pas fait l'ETO parce qu'on n'a pas trouvé à ce moment-là qu'il fallait la faire. On a fait d'autres examens que vous verrez par la suite. Mais là, à ce stade, on voit une valve bicuspide de type 1LR avec un raffet entre la cusp antéro-gauche et antéro-droite et une ouverture qui est conservée. Donc, on voit bien qu'en frisant en télésystole, en étant au maximum à l'extrémité supérieure des sigmoïdes aortiques, on peut planimétrer l'orifice aortique. Mais le problème de la planimétrie en 2D de l'orifice aortique, c'est qu'on n'est pas exactement sûr de savoir où on est, où on coupe à l'extrémité ou non des cusps. Et donc, on peut fausser la mesure. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? C'est très difficile de savoir. De plus, là, je vous ai montré une bicuspidie pas trop remaniée, pas trop calcifiée. Donc là, c'est plutôt facile. Mais si notre patient qui était très calcifié et qui peut aussi pas être échogène en ETO, eh bien, la planimétrie 2D perd de son intérêt. Entre en jeu éventuellement la planimétrie 3D de l'orifice aortique, qui est une autre modalité. Il faut faire une acquisition d'un volume 3D où on a la valve aortique à l'intérieur de ce volume. Et à partir de ce volume-là, en fait, on peut très facilement, grâce à l'outil de reconstruction multiplanaire qui est dérivé des scanners, placer des plans de coupe perpendiculaires dont un passe par le bord libre des sigmoïdes aortiques en systole. Ça donne ça grosso modo. Vous placez un plan qui passe par l'extrémité supérieure des sigmoïdes ici, un autre plan, le même plan dans le perpendiculaire qui passe ici, et on a reconstruction exacte de l'orifice aortique en petit axe, mais en sachant qu'on est exactement à l'endroit où on voulait se mettre. Alors, il faut quand même que je t'arrête 2 secondes parce qu'il y a une espèce de consensus qui commence à naître dans l'auditoire là. Leslie, Flore, Isabelle sont un peu partantes pour faire un scanner. Notamment pour faire du score calcique, notamment pour voir ses coronaires en même temps. Alors, elles ont toutes compris qu'on avait plutôt envisagé de faire ça finalement. J'ai essayé quand même de montrer ce que pouvait donner l'ETO. Donc, soyez un peu patiente et patient. On va arriver au scanner. Elles ont déjà pris rendez-vous. Voilà.
La planimétrie, après la reconstruction de l'orifice, donne cela. Pareil ici, on a le volume. On met nos plans à l'orifice, à l'extrémité supérieure ici des cusps en télésystole et on obtient très joliment l'orifice à planimétrie. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous faites un scanner? Parce que vous avez raison. Dans les recommandations de l'ESC en 2021 sur les valvulopathie, il n'y a pas de place pour la planimétrie ETO dans le RAC. Bon, ça peut être intéressant comme je vous le montre, mais actuellement, il n'y a pas de place pour la planimétrie ETO. L'ETO dans le RAC, en fait, est cantonné à deux choses. L'état lésionnel des autres valves et éventuellement préciser l'anatomie en cas de bilan pré-TAVI chez les patients qui ont un scanner qui ne peut pas être réalisé. Là, il a un DFG à 43 minutes par mètre carré, donc on va pouvoir faire un scanner. Mais si vous tombez chez un monsieur qui a une insuffisance rénale sévère et vous voulez limiter l'injection, puisqu'il y aura déjà l'injection éventuellement pendant le TAVI, on peut faire une ETO pour essayer de bien préciser les calcifications de l'anneau aortique et les calcifications de l'aorte. Un autre élément intéressant en ETO qu'on peut faire, c'est le flux aortique en coupe transgastrique. Parce que là, vous avez remarqué qu'en apical, on montait jusqu'à 35 de gradient moyen. En pédof, on montait jusqu'à 39, mais des fois, on a des surprises. En transgastrique, à 120 degrés ou en transgastrique plus profond à 0 degré, on peut avoir un meilleur alignement du flux Doppler et avoir des gradients plus élevés. Mais ça nécessite, bien sûr, pour faire une transgastrique, d'avoir une anesthésie générale. Et donc, en fait, avoir le meilleur alignement possible, c'est intéressant, mais c'est plus intéressant la recommandation dans le RAC asymptomatique, puisque maintenant, dans les recommandations européennes depuis 2021, on a un cut-off pour les patients asymptomatiques pour lequel il faut opérer, qui est maintenant passé à une Vmax à 5 mètres par seconde. Alors avant qu'on était à 5,5 mètres par seconde. Donc, c'est collé sur les recommandations américaines. Ça repose sur une étude parue dans le JACC. On a attendu d'avoir plus de données et on voit effectivement que la population avec des RAC avec une Vmax supérieure à 5 mètres par seconde a un pronostic beaucoup plus péjoratif que les patients qui ont un RAC en dessous de 5 mètres par seconde. Et dernièrement, ça va un peu avec ce que j'ai dit précédemment, mais il y a une valve bicuspide, je vous rappelle, donc on a envie vraiment de mesurer l'aorte thoracique pour être sûr qu'il n'y ait pas de dilatation à opérer en plus. Et donc, les mesures de l'aorte thoracique, en fait, nous servent dans les recommandations, effectivement, à discuter une chirurgie associée de l'aorte et, comme je vous ai dit précédemment, à évaluer éventuellement les calcifications et l'athérome aortique au niveau de l'aorte. Alors, avant juste de passer au scanner et après, je vous jure, on fait le scanner, est-ce qu'il y aurait un marqueur biologique qui pourrait être utile chez ce patient pour avancer un peu et on va dire, discriminer un peu entre un patient qui est vraiment très à risque et un peu moins à risque? C'est pas très compliqué. Quelqu'un a une idée? Bon, je vends la mèche. Ça peut être le NT-proBNP, mais en fait, encore une fois, vous allez me dire pas tellement, et vous avez raison, puisque le NT-proBNP a sa place dans la recommandation que dans le RAC asymptomatique. Et on sait que c'est quand même une classe de recommandation 2A, que si vous avez un RAC serré chez un patient qui est asymptomatique, un taux de NT-proBNP supérieur à 3 fois la normale pour son âge et son sexe permet de dire que, sans autre explication bien sûr, que le RAC est plus à risque et on peut opérer un patient à partir de ces chiffres-là. Ça repose en fait sur une étude un peu vieille de 2004 qui montre pour 43 patients, il y avait des petits effectifs à l'époque, avec un RAC serré asymptomatique, et c'était des RAC quand même très serrés, que les patients qui avaient des BNP élevés avaient en fait des symptômes qui allaient apparaître très rapidement dans les jours suivants, et donc qui étaient forcément à pronostic moins bon, et donc on pouvait opérer plus tôt. Mais plus récemment, vous avez une grosse population de quasiment 2000 RAC, moyennement serrés à serrés. Et en analyse multivariée, le BNP sort aussi. La population avec le BNP le plus élevé a un pronostic le plus sombre. Et dans le groupe des patients asymptomatiques, vous avez vraiment ce qui ressort, et c'est là que les recommandations tirent leurs chiffres. Dans le BNP, plus de 3 fois la normale pour l'âge et le sexe, la population la plus à risque chez les asymptomatiques avec le pronostic le plus sévère, d'où la possibilité d'opérer le patient ou de lui proposer éventuellement un TAVI. Donc, notre patient, il a un RAC limite serré. Le BNP chez lui était à 945 picogrammes par ml. On n'a pas fait d'ETO chez lui. Et donc, on a discuté en art team et on a proposé, comme vous l'avez deviné,
de faire un scanner cardiaque. Voilà, un scanner cardiaque et une coronarographie pour deux raisons. La première, parce que ça rentre quand même dans le bilan d'un RAC, et puis surtout parce que le patient, il a quand même été hospitalisé pour un angor assez typique. Et que donc on a quand même besoin de s'assurer de l'absence de coronaropathie, d'autant plus qu'il présente plusieurs facteurs de risque. Donc, comme vous l'avez suggéré, nous avons effectué un scanner. Donc, j'ai essayé dans ma présentation de vous ramener un tout petit peu, effectivement, pas seulement au centre de l'ARTIM, mais un peu, on a tous essayé de vous ramener dans nos salles de cathé, dans les salles de chirurgie cardiaque, dans les salles de rythmo et au scanner. Donc, bien sûr, je pense que je ne vais pas vous raconter quelque chose de particulièrement nouveau, mais voilà un peu comment on agit et comment on raisonne. Donc, l'image, disons, du scanner du patient, on fait une analyse, bien sûr, morphologique, une planimétrie de la valve, disons, planimétrie qui laisse, je me permets de dire, n'a quand même une valeur. Déjà, les recommandations ne considèrent pas la planimétrie comme quelque chose de valable et reproductible, donc il faut toujours prendre la valeur vraiment avec toutes les précautions et qui est sûrement impacté par une variabilité interopérateur et intraopérateur qui fait que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement fiable. Donc, en tout cas, pour chercher des arguments, on le fait. Et si là, vous voyez, j'ai contourné effectivement le rétrécissement là où, à l'endroit où il semblait les plus serré, je tombe exactement sur la surface de 0,9 qui avait été retrouvée en échographie. Vous voyez, effectivement, il s'agit d'une valve bicuspide avec des calcifications qui sont surtout présentes sur la cuspe non coronaire et avec une fusion avec un raffet entre la cuspe antéro-gauche, on la voit parce qu'on perçoit ici l'artère coronaire gauche et la cuspe antéro-droite. On se pose toujours, on travaille sur des plans perpendiculaires entre eux pour pouvoir étudier la valve dans tous ses axes. Donc là, vous le voyez, les axes horizontaux, c'est celui que j'ai utilisé pour repérer les cuspes et effectuer la planimétrie. Et l'axe vertical nous indique effectivement aussi l'autre incidence pour pouvoir avoir une idée vraiment sur les trois plans de la valve. Donc, je passe rapidement sur ces deux paramètres que, bien sûr, on considère, mais les points de la question étaient un peu liés, effectivement, comme vous l'avez suggéré vous-même, au score calcique, qui, en revanche, dans les RAC limites, a une valeur ajoutée qui est quand même non négligeable. Pourquoi? Mais parce que c'est une technique qui est simple, qui est reproductible, et que si on a besoin simplement du score calcique, ne nécessite même pas d'une injection de iode et que par contre nécessite d'une séquence dédiée pendant l'acquisition du scan. Donc, il faut effectivement demander. Donc, vous le voyez, ça se présente comme ça, l'interface. On fait, je vous montrerai effectivement comment on fait, c'est vraiment très facile. À la fin, on a le résultat de toutes les calcifications qui s'additionnent sur cette ligne et on va tout simplement les contourner une par une. Vous le voyez ici, on passe plan par plan tous les différentes slices d'acquisition du scanner et on contourne toutes les calcifications en prêtant attention, bien sûr, de ne pas considérer les calcifications coronaires. Vous le voyez ici, ça, c'est des calcifications coronaires et de ne pas, alors ce n'est pas le cas, mais de ne pas des fois contourner des calcifications, par exemple, au niveau mitral. Les scores calciques obtenus chez ces patients étaient de 2223, donc une valeur qui nous a quand même un tout petit peu orientés. Pourquoi? C'est les récos qui nous le disent, effectivement. Dans les valvulopathies, les derniers récos du 2021 nous montrent des véritables cut-off, donc c'est très utile. Un cut-off supérieur à 3000 pour les hommes et 1600 pour les femmes indique la présence d'une sténose aortique serrée de façon très probable. Sur un cut-off de 2000 et 1200 pour les femmes, on a une sténose aortique serrée probable, alors que quand ce score il est inférieur à 1600 ou à 800 pour les femmes, on se place plutôt sur un RAC qui probablement n'est pas serré. Et c'est des études qui ont été assez intéressantes à nous montrer et je suis
disons, j'ai voulu vous la montrer parce qu'en effet, l'étude sur laquelle les récos sont basés, une des études, c'est exactement notre façon de procéder. Les patients, ils sont accueillis, on fait une échographie. Si évidemment les données de l'échographie sont toutes concordantes avec la clinique, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. En revanche, quand il y a des paramètres échocardiographiques qui ne sont pas complètement concluants, on peut recourir effectivement au score calcique. Et vous le voyez ici, hein, en bas, disons, les valeurs de sensibilité et de spécificité se rapprochent nettement, effectivement, au 1. Hein, on est sur de surfaces sous la courbe qui sont autour de 0,9 pour les hommes et pour les femmes. Et vous le voyez aussi pour la certification du risque, extrêmement important. Bien sûr, le critère du pronostic au long terme sur des critères durs hein, de mortalité cardiovasculaire et de remplacement valvulaire aortique. Et est-ce qu'on a quelque chose sur la bicuspidie? Cette petite parenthèse n'a pas été considérée dans les récos, mais il y a quand même une étude que je voulais vous montrer. C'est une étude qui a été conduite justement dans la bicuspidie. Il s'agit d'une étude évidemment qui n'avait pas énormément de patients, mais néanmoins, vous voyez, le score calcique sort comme un prédicteur indépendant des sténoses aortiques sévères, avec un cutoff identifié à 897. C'est un cutoff qui est plus bas dans les bicuspidies. Et une surface sous la courbe qui reste, vous voyez, quand même assez fiable puisqu'on se rapproche toujours du 0,9. Donc, disons que le score calcique, ça nous a quand même aidé dans ces cas. C'est un peu ce qu'on fait. Hein. On essaye de collaborer entre nous. Chacun essaye de ramener un peu son apport. C'est vraiment l'esprit du Heart Team. J'ai effectué évidemment aussi pour compléter le bilan, la coronarographie ici, donc je vais vous ramener avec moi en salle des cathés, donc l'exploration de la coronaire gauche. J'espère que les vidéos partent. Donc vous le voyez là, on a la coronaire gauche, donc c'est les trois parmi les principales incidences qu'on fait, avec à votre gauche on voit bien la naissance de l'artère circonflexe. Vous voyez, c'est un réseau qui est extrêmement calcifié avec une occlusion pratiquement quasiment ociale de l'artère circonflexe. On perçoit déjà la lésion de l'IVA également très calcifiée. Vous pouvez la noter aussi à ces niveaux. Hein, dans notre incidence, c'est l'incidence effectivement crâniale qu'on fait pour vraiment dérouler le décours de l'artère interventriculaire antérieure, surtout dans les portions moyennes et distales, et qui fait toute la diagonale de l'écran. Et pour terminer, je voulais vous montrer celle qui tout le monde reconnaît souvent, c'est la plus facile à reconnaître, c'est le spider, parce que ça ressemble un peu à une araignée, et où on explore en revanche les parties proximales. Donc, vous le voyez, hein, on a le tronc commun de la coronaire gauche, l'ostium de l'artère interventriculaire antérieure et l'ostium de l'artère circonflexe. Vous voyez, c'est angiographiquement un patient qui présente des lésions vraiment très complexes, et qui sont aussi complexes au niveau de l'artère coronaire droite. Vous voyez là, hein, c'est les deux incidences principales de la coronaire droite. Donc, on le voit, hein, notre problème, c'est surtout ici, au niveau de la coronaire droite moyenne, en sachant qu'avant, il y a un segment qui est vraiment très infiltré et très calcifié. Donc, c'est une lésion qui est longue, qui est serrée, avec une calcification très importante au niveau du segment 2, hein, qu'on peut voir très bien ici. Et donc, dans ces cas, comment est-ce qu'on raisonne? On a des scores qui nous aident beaucoup, qui se sont améliorés et remis au jour au fur et à mesure du temps. L'historique syntax score, que donc j'ai calculé et que vous pouvez voir à droite, donc en listant une par une les lésions sur des critères de longueur, de calcification, de la présence de bifurcation. Et donc, on liste une par une toutes les lésions jusqu'à obtenir un score total, que dans ce cas, vous voyez, il était à 30,5, donc un score qui indique une complexité géographique assez importante et une différence en termes d'événements avec la chirurgie. Donc,
Or, le syntax score, c'est quelque chose qui a quand même un peu révolutionné notre façon de raisonner. C'est une des pierres miliaires de l'art team, mais il faut dire que c'est quand même quelque chose qui date, qui commence à dater. Donc, on s'est quand même intéressé aussi aux critères cliniques qui peuvent rentrer dans ces scores. C'est pour ça qu'on considère souvent les syntax score 2. Et vous le voyez ici dans ce carreau que je mis en bas à gauche, où en effet on retrouve notre valeur strictement technique et géographique du syntax score 1, mais dans lequel on intègre l'âge, la fonction rénale, la fonction d'éjection, etc. Évidemment le sexe du patient, la présence de comorbidités importantes. Pour obtenir donc un deuxième score qui, vous voyez, nous indique un score numérique, mais surtout une sorte de prévision de la mortalité à 4 ans suite à une intervention de pontage ou suite à une intervention de revascularisation percutanée. Donc, vous voyez que dans ce cas, tous nos indicateurs nous indiquent quand même le schéma de la chirurgie. Pourquoi? Parce que c'est une revascularisation très complexe, qu'avec les stents, on pourrait peut-être revasculariser aussi bien que la chirurgie, mais qu'on sait que ça ne va pas tenir parce qu'on aura besoin de mettre plusieurs stents et une longueur de stent qui va être trop importante. Et surtout que ce patient, il a un RAC serré et que donc doit quand même remplacer sa valve aortique. Il s'agit d'un patient qui est jeune. Marina nous expliquera dans les détails ça, mais aussi le choix du remplacement valvulaire est très impacté par l'âge du patient et par ses caractéristiques cliniques. Donc, on passe la parole à Marina. Peut-être qu'on peut faire un tout petit intermède de questions éventuelles, parce qu'il y a déjà eu deux présentations, je trouve qui apportent beaucoup de choses et qu'on n'a pas beaucoup discuté. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas déjà. Et moi, je voulais peut-être 2 secondes avec Maximilien, revenir sur l'idée que si on reprend ce que tu as expliqué, quand un patient a une valve aortique qui paraît problématique avec un rétrécissement aortique, on a l'écho, mais finalement, assez rapidement, la clinique est déterminante, mais chez le patient asymptomatique, je trouve ça hyper intéressant de faire un BNP finalement. C'est pas stupide Non, avant de déclencher le plan. C'est pour ça qu'il a quand même un grade de recommandation assez élevé qui repose, vous avez vu, sur des études quand même avec beaucoup de patients. Ouais. Après, il faut aussi voir que c'est en dehors d'autres causes possibles d'élévation de l'NT-proBNP. Ouais. Donc, on peut aussi être… C'est toujours la difficulté. C'est le fameux réflexe biologie qu'il ne faut pas non plus acquérir. Tout à fait. Mais je pense qu'en fait, ça rentre plus dans un faisceau d'arguments, un peu comme a dit Francesca. Voilà. Et ce faisceau d'arguments, en fait, il a besoin des spécialités de tout le monde, puisqu'en fait, on a besoin d'écho, peut-être d'écho un peu plus poussé, peut-être de biologie, mais peut-être de scanner, une choro. Et en fait, c'est là que prend toute l'importance, je pense, dans le RAC asympto ou dans le RAC limite serré. Il y a toute l'importance de la discussion collégiale et d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui peut… Est-ce que ce serait bête de dire que si un patient a un RAC limite à l'écho, mais qu'il est asymptomatique et qu'il a un BNP normal, c'est pas la peine de commencer à l'embêter avec un bilan supplémentaire, ou est-ce que vous pensez que c'est réducteur? Je pense que il faut quand même, chez ces patients qui ont un risque d'évolutivité quand même assez important, et donc on ne sait pas forcément, puisqu'on n'a pas peut-être d'écho précédente, on n'a pas une idée du rythme d'évolution de sa valvulopathie. Je pense qu'il faut quand même avoir un bilan minimal. Surtout que là, en plus, il a un angor, donc la choro, vu le facteur de risque, il l'aurait eu. Mais je pense qu'un scanner, de nos jours, surtout en scanner classique, qui n'a pas d'injection, qui est peu irradiant, est quand même intéressant. Voilà. Et je pense qu'il faut proposer quand même un bilan à ces patients-là. Et au cas où il y a une évolutivité après par la suite, qu'on ait au moins des données. Si le patient arrive en OAP, par exemple, 6 mois après, qu'on puisse avoir effectivement un bilan de référence. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est un peu l'avis qu'on a tous dans le centre et on fait un peu comme ça pour les patients qui sont adressés par les correspondants. Tu as parlé de mesure de l'aorte. Il va sans dire que la mesure, dans le cas, c'est un cas assez particulier, mais de la bicuspidie, la mesure de l'aorte
elle relève du scanner d'emblée. C'est le gold standard. Je pense que c'est le gold standard, clairement. L'imagerie en coupe, voir les plans perpendiculaires, c'est vraiment le meilleur examen. Ouais. On peut bien sûr, en tout cas, avoir une idée en ETO et en écho même transthoracique simple. Ouais. Mais ces patients jeunes, il ne faut pas laisser la place au hasard et avoir une belle imagerie dédiée avec un scanner vraiment de l'aorte thoracique. Avec le gating qu'il faut et la séquence qu'il faut, je pense que c'est indispensable. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à Maximilien? Oui, moi j'ai une petite question, Maximilien. Du fait que nous soyons à Jacques Cartier, le temple de l'IRM cardiaque, comme tu sais, l'IRM de flux se développe de manière assez significative ces dernières années. Y a-t-il une place dans des racks un petit peu serrés où les gradients sont difficiles à déterminer pour une IRM cardiaque, une IRM de flux? Est-ce que dans les recos, est-ce qu'il y a des études, est-ce que c'est prometteur? T'avoue que l'IRM de flux dans le rack, je suis pas au fait vraiment, et je pense pas que dans la recommandation il y ait la place encore pour l'IRM de flux. Cependant, l'IRM de flux, et je tiens à le préciser, c'est une digression, mais elle est très intéressante quand même dans l'insuffisance mitrale. D'accord. L'insuffisance mitrale des fois complexe, excentrée chez ces patients jeunes avec un début de mauvaise tolérance VG, mais on ne sait pas trop, et en fait finalement des symptômes un peu des fois mis un peu sous-évalués par le patient, et des fois on a des fractions de régurgitation en IRM de flux, mais également pour la fuite aortique, qui nous apportent vraiment vraiment quelque chose d'important dans la discussion. Et moi, je réserverais l'IRM de flux pour l'évaluation des fuites, pour faire la différence avec le stroke-volume et avec ces éléments-là qui nous permettent en IRM, vraiment, je pense que Francesca pourra confirmer ça, qui fait de l'IRM chez nous, donner vraiment des arguments, mais plutôt dans les fuites. Oui, mais, ceci dit, c'est vrai que tout ce qui est score calcique, planimétrie en IRM, c'est moins fiable par rapport au scanner, parce qu'il y a quand même une résolution spatiale qui est moins importante. En revanche, c'est vrai que la comparaison des vitesses avec entre l'IRM et l'écho est quand même superposable. On retrouve une correspondance. Donc, je trouve que c'est assez fiable, effectivement, comme examen, même effectivement, si dans les récos, c'est pas, disons, inclus. Ça peut être effectivement un examen qui peut apporter une information supplémentaire. Sur les fuites aortiques, ça nous arrive effectivement d'être appelés vraiment pour contribuer effectivement aux décisions pour le patient. Pour les sténoses, effectivement, vu la présence du scanner, on est un tout petit peu moins sollicité. Mais ça peut rester parcouru. Ainsi que, juste une petite dernière précision, on peut effectuer des coupes sans injection de contraste pour étudier l'aorte. Donc, à savoir que si vraiment un patient ne peut pas l'injecter, mais on a besoin de quelques infos sur les dimensions de l'aorte thoracique, on peut obtenir rien qu'avec les ciné quelque chose qui reste quand même pas aussi précis que le scanner, bien sûr, mais quand même de bonne pertinence clinique. Dans la bicuspidie, tu nous as dit, Francesca, que finalement le score calcique, il est bien moindre, puisque ce qui joue dans cette pathologie, c'est beaucoup moins la dégénérescence, c'est la calcification, c'est ça? C'est ça, je pense que les valves bicuspides se calcifient plus tôt et plus vite. Et plus vite, avec finalement moins besoin d'être calcifié pour être serré. Exactement, voilà. Donc je pense que c'est ça. Puis, il faut quand même dire, je l'ai dit pendant ma présentation, il s'agit d'une seule étude quand même. Ouais. Donc, on ne peut pas non plus baser tous nos décisions sur ça. Merci. Mais c'est complètement logique pour moi d'avoir des racks serrés déjà avec un score un peu plus. Et si on reste dans ce cas particulier, mais je pense qu'on a tous vu dans nos carrières des patients avec des bicuspidies, est-ce que le TAVI a une place malgré tout chez ce patient-là? C'est quand même assez particulier, il cumule des choses. Mais quelle est la place du TAVI dans la bicuspidie? Effectivement, comme tu le dis, chez ces patients, il n'y a pas beaucoup de discussions, mais la bicuspidie trouve quand même une place, même avec le traitement percutané. C'est des considérations qu'on fait justement en art team. Il faut voir la localisation des calcifications, il faut voir quelles sont les chances que notre valve, après, elle puisse avoir une bonne ouverture, qui n'est pas des fuites paraprothétiques importantes. Donc, ça reste une anatomie. Parce que c'est une anatomie différente. C'est différent et les prothèses ne se comportent pas exactement pareil. Non, il est plus elliptique, en fait.
Ah oui, l'anneau est plus déformé encore. Et aussi, on D'accord. peut avoir du mal à ouvrir vraiment au niveau, effectivement, des deux commissures. Ouais, c'est ça, il n'y a que deux, donc il y a plus de résistance. Le rafet qui est très, très calcifié, tu peux avoir une opposition. Et le rafet vient imprimer encore plus. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on fait. Il faut aussi que la horte soit nickel, j'imagine, parce qu'il ne faut pas s'affranchir de la correction. Et puis souvent, c'est des patients qui ont quand même un risque chirurgical qui est important et qu'au final, même si nous, on sait qu'on aura un résultat qui ne sera pas parfait avec une prothèse percutanée, ça leur offre quand même une amélioration nette du gradient qui va les améliorer du point de vue clinique, même si le résultat ne sera pas parfait. Cela dit, là, le patient, il a quand même 52 ans. Non, c'est une bonne transition pour parler de... Ça, c'était la prémisse. Mais avant cette transition, ou alors on en discutera peut-être après, mais tu nous as parlé du syntax score, et finalement, on a envie de penser que chez le patient qu'on vient de voir, on n'a pas besoin de calculer ce syntax score, presque, tellement il y a des évidences. Et à contrario, j'imagine qu'il y a des cas dans lesquels est-ce que c'est ça qui va finalement déterminer, est-ce que c'est ça qui va l'emporter, est-ce que c'est le syntaxe 2 qui va l'emporter, est-ce que ça suffit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de voir les choses? C'est les raisonnements cliniques. Pour moi, il y a énormément de considérations à faire. C'est pas que une question de score. Ouais. C'est comment on est capable. Vous le faites systématiquement chez les patients multitronculaires. Vous le faites systématiquement. Ensuite, c'est comme nous, quand il y a une cardiopathie hypertrophique, on fait systématiquement le score de mort subite et ça va énormément peser dans notre réflexion, mais pas que. Évidemment, mais pas que, justement, parce qu'il faut considérer le cas, il faut considérer le patient, son âge, ses comorbidités, quels sont ses risques globaux, quelle est aussi la capacité de la chirurgie de revasculariser tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut tout revasculariser? Des fois, on étudie par IRM, on voit si l'ischémie, elle est très importante. Le réflexe, ce n'est pas forcément une artère sténosée à revasculariser, parce qu'elle peut, j'imagine, être sur une zone non viable, etc. Exactement. Donc, dans les occlusions chroniques, on va toujours regarder la viabilité, on cherche toujours l'ischémie, on regarde vraiment si la revascularisation de cette partie est utile, parce que sinon, oui, ça va rentrer évidemment dans les scores syntaxe, mais ça ne sera pas un critère qui... non, dans ce cas, non. OK. Et donc, on a notre transition, parce que là, on est dans cette complémentarité et cette réflexion sur chirurgie interventionnelle. Donc, Marina Clément, on te passe la parole. Donc, merci Jérôme. On est face donc à un patient, si on le résume, ce patient, on est devant un RAC serré avec des lésions coronaires tritronculaires chez un patient jeune qui a des facteurs de risque cardiovasculaires importants, le diabète de type 2 et l'obésité, mais qui a une FE préservée. Il y a quand même ça pour lui. Donc là, on en discute en Heart Team, c'est très important, ça on ne redira jamais assez. Et il faut aussi pas oublier qu'il faut discuter avec le patient de qu'est-ce qu'on va lui proposer parce qu'il va y avoir des implications importantes pour lui. Donc, face à ce cas, on va lui proposer une prise en charge chirurgicale en un temps. D'abord, lui revasculariser ses coronaires, puis lui faire le remplacement valvulaire aortique. Alors, dans quel délai est-ce qu'on va le revasculariser? Je pense que c'est une question importante à poser, particulièrement aujourd'hui où on a un contexte un petit peu difficile pour mettre les patients au bloc. Mais je pense que ce patient-là, les patients qui sont à haut risque, et il en fait partie, il faut le revasculariser dans les 2 semaines. Et ça, c'est très important. C'est dans les recommandations 2019 de l'ESC. Les patients à haut risque, c'est les patients tritronculaires, donc comme ce patient, symptomatiques, il l'était aussi, avec un tronc commun, une IV proximale ou une FE diminuée. Pour les autres, on peut potentiellement attendre 6 semaines. Alors, je vous ai remis l'organigramme de la stratégie thérapeutique dans les dernières guidelines. Où est-ce qu'il se situe notre patient? C'est un patient donc tritronculaire, on l'a dit, avec un syntaxe score élevé. Et là, on voit que la chirurgie fait partie de l'arsenal thérapeutique. Non seulement elle en fait partie, mais c'est une recommandation 1A. Si jamais on n'avait pas calculé ce syntaxe score, comme tu viens de le dire, Jérôme, il se serait quand même retrouvé avec la chirurgie, avec la meilleure option thérapeutique, puisque ce patient est diabétique.
Et ça va peut-être même encore évoluer, puisqu'il y a cet article qui est sorti dans le New England il y a juste 2 semaines. Là, c'est vraiment du tout chaud. C'est sorti le 2 novembre. Et ils ont comparé la chirurgie versus PCI guidée par la FFR. C'est l'étude FEM3, qui est un essai multicentrique sur 1500 patients. Et les résultats à 1 an montrent qu'il y a 50% de décès d'infarctus du myocarde, d'AVC et de revascularisation itérative en moins avec le groupe chirurgie par rapport au groupe PCI. Alors, les diabétiques, ce groupe de patients est un groupe particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une prévalence plus élevée de maladies coronariennes, les manifestations sont plus précoces et on le voit bien chez ce malade est jeune. Et pourquoi est-ce qu'il se retrouve tritronculaire à 52 ans? Parce qu'il a un diabète qui évolue depuis longtemps. Le pronostic, il est péjoratif par rapport aux patients non diabétiques. Les lésions, on l'a vu tout à l'heure, Francesca, cette poro, elle est quand même moche. Les lésions sont plus diffuses et plus sévères parce que ce patient est diabétique. Le risque aussi est plus élevé d'eurosténose intrastent et le risque plus élevé d'insuffisance rénale en post-op. Alors, qu'est-ce qu'on propose à ce patient? On lui propose une revascularisation complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'attacher à ponter, bien sûr, quand il y a de la viabilité, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut quand même s'attacher à la rechercher toutes les artères sténosées qui ont un diamètre supérieur à 1 mm, évidemment. Je vous montre ici une méta-analyse qui porte sur près de 90 000 patients et on voit bien ici que toutes les études s'accordent à dire que la revascularisation complète, c'est mieux que la revascularisation incomplète. C'est presque enfoncer une porte ouverte, mais quand même. Alors, je vous montre ici une diapo qui montre les artères mammaires squelettisées. Donc, on voit ici l'artère mammaire gauche et ici l'artère mammaire droite qui a été implantée sur cette artère mammaire gauche. C'est ce qu'on appelle le pontage tout artériel en Y. Alors, le plan ici chez ce patient, ça va être de ponter son IVA avec la mammaire gauche et avec la mammaire droite, la latérale et l'IVP. La mammaire gauche, on va venir la mettre sur la face antérieure du cœur et la mammaire droite, on va la faire descendre ici. On va ponter la face latérale du cœur, puis ici, on va la faire pourrir dans la face postérieure et on va ponter l'IVP. Alors, pourquoi tout artériel? Bien parce que la plupart des études montrent une involution de la SAFEN de 50% à 10 ans. Alors bon, ça se discute pour des patients qui sont un petit peu âgés, mais là, notre patient, il est jeune, donc il faut quand même essayer de lui obtenir la meilleure revascularisation possible. Il y a un seul essai randomisé qui a comparé le tout artériel versus les pontages mixtes, c'est l'essai ART, mais il n'a pas montré de différence significative, mais il y avait des biais énormes dans cette étude, en particulier concernant l'expérience du chirurgien. Il y a un nouvel essai qui est en cours, qui s'appelle l'essai ROMA, qui va finir ses inclusions à la fin de l'année prochaine. Donc, on espère que cet essai mettra tout le monde d'accord. Et je vous montre quand même cette étude qui est une étude non randomisée, mais qui porte quand même sur plus de 90 000 malades et qui montre une très nette supériorité du pontage tout artériel sur le pontage mixte. Alors, vous allez me dire, mais tu vas quand même pas mettre 2 artères, 2 mammaires chez le diabétique. Maintenant que tu le dis, je pense que oui, j'allais te le dire. Alors, le diabétique, oui, c'est donc, on l'a dit, une classe à part. Et le double mammaire chez le diabétique, il est controversé en raison d'un risque plus élevé de myasténite. Ça veut dire quoi, un risque plus élevé? En fait, le risque de myasténite, il est multifactoriel. Il est lié au patient, bien sûr, obésité, diabète, mais il est aussi lié à la technique chirurgicale. Et j'aime beaucoup cet article parce que c'est un article qui est très porteur d'espoir. C'est une étude qui a été menée en 2014 où l'équipe s'est vraiment posé les questions sur cette médiastinite et on voit qu'avant ce moment-là, il y a 1000 patients qui ont été inclus dans cette étude. Avant, on a un risque de médiastinite qui est à 3%. Et ils se sont dit, on va quand même essayer de diminuer ce risque. Et ils ont ajouté tout un tas de mesures, les unes après les autres. On voit ici, on ajoute la mesure 1, la mesure 2, la mesure 3. Et il y a un moment donné où on se retrouve là, où on a toutes ces petites mesures qui sont ajoutées et il n'y a plus aucune médiastinite. Donc, la médiastinite, ce n'est pas une fatalité, j'ai envie de dire. C'est quand même quelque chose contre lequel on peut agir et qui reste quand même relativement faible. 3%, ce n'est pas non plus énorme. Est-ce qu'il faut se priver du double mammaire
avec 3% de médiastinite, je ne suis pas sûre. Parmi les mesures prises, il y a la squelettonisation, le tamponnement d'antibiotiques sur les berges sternales, les stéroïdes iodés, il y a tout un tas de choses. Le off-pompe aussi, s'il était faisable. Marina, oui. Je pense que tu ne feras pas l'économie de nous expliquer ce qu'est la squelettonisation. Ah bah, et ça tombe bien. Pourtant, c'est pas que... On se serait coordonné, on n'aurait pas dit ça. Okay. La squelettonisation, c'est le prélèvement de l'artère mammaire, uniquement l'artère mammaire et non pas du paquet vasculaire. On voit à gauche le lit mammaire comme on le voit quand on vient juste d'ouvrir. Et là, une fois que la mammaire est prélevée, on voit qu'il y a quasiment pas de dégâts, pas de délabrement de la paroi thoracique. Et on a montré que la squelettisation, donc plein d'études montrent que la squelettisation, c'était un facteur impliqué dans la diminution de risque de médiastinite. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Ça a aussi un autre avantage, c'est le fait d'allonger l'artère mammaire. On a montré que avec la squelettisation, on avait 2,5 cm de mammaire en plus. Et 2,5 cm de mammaire en plus, ça peut faire une anastomose en plus. Imagine, on est comme tout à l'heure, on l'a montré, on veut aller sur l'IVP, et puis là, on se retrouve avec ça, et on se dit, mince, si on avait eu 2 cm de plus, on aurait été mieux, et là, pas de bol, on les a pas, on prélève une saphène. C'est quand même un peu dommage. Alors, comment est-ce qu'on va le ponter, ce malade? Eh bien, là, je pense que ce qu'on peut lui proposer est de solutions. Soit on lui fait des pontages sous CEC, mais on sait qu'on va lui changer sa valve. Donc la CEC va être long, le clampage va être long. Je pense que le cœur battant, là, c'est une très bonne option parce que ça nous permet de diminuer le temps de clampage, de diminuer la CEC qui, on le sait, sont corrélées aux suites opératoires, aux suites en réanimation. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique cœur battant, CEC, mais je vais juste vous montrer 2 diapos concernant le cœur battant. Il y a une des plus grandes équipes, c'est le Puskas à New York, qui a publié une étude qui est certes observationnelle, mais qui est quand même sur presque 15 000 malades, où il a divisé les populations en quartiles en fonction de leur risque. Il a étudié les populations à haut risque. Et on voit que, finalement, pour les populations à haut risque, mais tout en restant faibles, le off-pompe et le on-pompe, finalement, ne font pas mieux en termes de mortalité, mais que plus le risque augmente, et là, on se retrouve ici avec des patients à très haut risque, et bien là, chez cette population-là, le off-pompe a montré sa supériorité avec une diminution par 2 de la mortalité. Alors, il y a aussi l'avantage du off-pompe, c'est aussi le fait de ne pas toucher l'aorte, surtout quand on fait du tout artériel. Là, quand on fait du tout artériel, on ne touche absolument pas à l'aorte. En revanche, quand on fait du pontage mixte, bien sûr, si on prélève une saphène, on est obligé de clamper l'aorte. C'est ce qu'on appelle le clampage partiel. Et alors, il y a une méta-analyse qui est vraiment très intéressante qui s'est penchée en 2017 sur les suites chez les patients en fonction du fait qu'on touche l'aorte ou pas. Donc là, on a les patients auxquels on n'a pas touché l'aorte, donc c'est le off-pompe, le cœur battant artériel, ici le cœur battant mixte et ici le CEC, pontage sous CEC. Et on voit bien, même chez des patients qui avaient pas mal d'AVC en pré-op, que le pourcentage d'AVC en post-op en cœur battant, il est de 0,4%. Donc c'est encore moins que dans Syntax. Et que c'est bien sûr corrélé à la mortalité à J30, qui est de 1% en cœur battant et de 2% sous CEC. Alors, la prise en charge coronaire de ce patient, si on résume, on va lui faire une chirurgie dans les 2 semaines, un double mammaire en Y avec des mammaires squelettisés. On va essayer de prendre le maximum de mesures de diminution de médiastinite. On va lui proposer ce pontage en cœur battant, lui faire une revascularisation complète. Et bien sûr, la surveillance clinique post-opératoire doit être extrêmement étroite, en particulier chez le diabétique et en particulier en ce qui concerne les cicatrices. Il ne s'agit pas d'opérer le malade et de ne plus retourner le voir et de laisser juste les infirmières gérer ça. Bon, elles nous appellent souvent, mais il faut vraiment, en particulier chez ces patients diabétiques, bien surveiller la cicatrice parce que avant la médiastinite, qu'est-ce qu'il y a? Et en particulier chez le patient diabétique, il y a le défaut de cicatrisation. Et ce défaut de cicatrisation, si on le laisse évoluer, bien sûr, ça va devenir une médiastinite. Alors, là, on s'est occupé de ses coronaires, maintenant, il faut s'occuper de sa valve. Quelle est la prise en charge valvulaire de ce patient? Alors là, on sait que cette valve, il va falloir lui changer. On est bien d'accord, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme substitut?
soit une valve mécanique, soit une valve biologique, et les conséquences, évidemment, sont très différentes en fonction de l'un ou l'autre. Donc, on ne va pas revenir ici sur les avantages et les inconvénients de ces deux substituts. Peut-être qu'on peut demander à l'Assemblée ce qu'il ferait. Non, Ah ouais, c'est une bonne idée. il faut que je regarde. Marina a une idée. On vous demande de donner votre avis sur mécanique ou biologique. Question difficile. C'est pas facile comme question. Et de toute façon, c'est assez. Je suis pas sûre qu'il y ait une réponse finalement. En sachant que le labo ne paye pas plus en fonction de l'une ou l'autre valve le décideur. Hein, donc, on est embêté. Plutôt une biologique s'il n'y a pas. Non, mais on peut échanger. On peut donner son sentiment. Il a 50 ans. 52. Donc, on peut dire que plutôt mécanique, mais mécanique, avis du patient. Avec l'avis du patient, parce que C'est complètement la ça. moto, le karaté, Oui. le garçon bouché. Ouais, c'est complètement ça, parce que c'est vrai que quand on propose à un patient une valve mécanique, il faut bien penser à tout ce que ça implique derrière, à tout ce que ça va engendrer comme conséquence pour lui dans son quotidien. Parce que c'est vrai que là, il est dyspnéique, on va lui régler sa dyspnée, mais qu'est-ce qu'on va lui amener aussi dans sa vie après la chirurgie? C'est finalement, on va lui remplacer une maladie par une autre, finalement. Pour le moment, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de lui poser une mécanique. C'est vrai. Ouais. Bon, mais pourquoi pas? Il y a des gens sérieux en plus. Hein. Je peux te dire vrai. que ça ne déconne pas. Ah, on a une biologique. On a une biologique qui est arrivée. Ah. Johanna dit biologique. Ah. Mais est-ce qu'à ce stade, on peut juste poser, mais peut-être, en fait, comme tu dis tout, Marina, après, on n'aura plus de questions. Donc, mais est-ce que, alors, Coagucheck, ouais, c'est vrai que c'est Oui. Fabien Doguet qui dit ça. Alors, donc, tu vois, c'est ton nouveau collègue tout juste vrai. arrivé. Bienvenue. Oui. Fabien, méca avec Coagucheck, en sachant que ça marche super bien. C'est vrai. Mais C'est vrai, tout à fait. on a toujours Alors, le risque hémorragique, le risque d'accident. Le Coagucheck, c'est vrai que ça a transformé la vie de ces malades. Ça a été, maintenant, c'est. Ouais. Tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Oui. Ouais, alors, tout le monde, oui, on imagine que tout le monde sait que le Coagucheck, c'est Avant, il y a la de ça possibilité de faire des INR à domicile, donc ça, c'est vraiment sur une goutte de sang sur au une doigt. goutte de sang, exactement comme les patients diabétiques. D'ailleurs, il a l'habitude, donc ça lui fera 2 petites machines au lieu d'une. Ouais. Mais Maintenant, ils font comme ça avec leur téléphone, les diabétiques. Hein. Ils ont les lecteurs de glycémie. Ah ouais, non. Je suis pas... Ils font plus de... Ah non, ils ont le téléphone qui vibre pour dire attention, vous êtes en c'est hypo. génial. Ouais. D'accord. Bon, enfin, en l'occurrence, oui, bien sûr, c'est une solution. Marina, mais est-ce que la réflexion de la biologique avec la possibilité de, par exemple, un valve-in-valve et avec la durée des biologiques à aujourd'hui, Alors, a on une va en place. parler après. On va en parler Oui, après. on va en parler Tu vois, Voilà. tu me laisses pas de place. Hein. Ok, avance. Non, mais Fabien, pour répondre à ta remarque, c'est vrai que le Coagucheck, ça facilite la vie des patients chez qui on implante des mécaniques, mais c'est pas pour autant que quand il va faire son motocross le dimanche et qu'il va se vautrer, il va pas avoir des conséquences gravissimes du fait d'avoir un INR élevé. Donc, l'extraction dentaire, voilà, tout ça, tout ce qui va intervenir dans sa vie va être impacté par cette mécanique. Après, voilà, ça fait partie, bien évidemment, des options. C'est quelque chose à mettre dans la balance. Hein. Je vais mettre une petite balance juste avant. Je le dis, Fabien, ou je le dis pas, ce que tu viens d'écrire? Il arrête le motocross, oui, bien sûr. Mais ça, on va lui dire, mais voilà, il va falloir choisir. Si vous choisissez la valve mécanique, certes, vous avez énormément de chances de ne plus être réopéré dans l'avenir, Ouais, c'est vrai. sachant que bon, il y a quand même encore les endocardites et tout ça. Mais le motocross, il va falloir mettre une croix dessus. Voilà. Et peut-être qu'à 52 ans, quand on fait encore du motocross, ça veut dire qu'on est quand même resté un peu un enfant dans sa tête et qu'on n'a pas envie de... Enfin bon, je sais pas. Bref, en tout cas... On va en récupérer des motos. Donc, on avance. Donc, la discussion, bioméca, on a déjà un peu établi, mais vas-y, continue. Alors, au cours de ces dernières années... Voilà, les valves biologiques ont été vraiment de plus en plus utilisées et dans certains endroits préférées aux valves mécaniques. Il y a les deux courbes là qui se croisent et on voit une nette progression des valves biologiques, y compris pour les patients plus jeunes. Là, on voit que dans fin des années 2000, on implantait 15% des malades entre 55 et 64 ans avec une bio et puis que là, on monte à presque 50% en 2011.
Alors, pourquoi est-ce que ça a augmenté ces valves méca chez les gens jeunes? Biologique. Ces valves chez les gens jeunes, pardon. Eh bien, c'est parce qu'on a une durabilité plus importante de certaines valves, qu'il y en a certaines qui durent jusqu'à 15 ans, et aussi parce que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y a certains patients qui préfèrent leur vie, leur qualité de vie. Et là, je vous ai pris une étude chinoise. Pourtant, en Chine, c'est quand même pas l'endroit où on s'intéresse vraiment à la qualité de vie. Enfin, là, il y a une étude très intéressante qui a montré pour tous les items de ce score SF36 que la qualité de vie est meilleure avec la biologique par rapport à la mécanique. Bon, ça peut rentrer en ligne de compte. Là, dans les recommandations des sociétés savantes, les dernières recommandations de l'AHA, la limite d'âge, elle diminue de plus en plus. Et si on prend ces dernières recommandations, on voit que pour les patients entre 50, moins de 50, évidemment, on va leur proposer la méca, plus de 65, la bio. Mais entre 50 et 65, finalement, on a une zone un petit peu grise et on considère qu'on peut choisir les deux et surtout qu'on doit faire intervenir le malade dans la décision. Et dans les recommandations de l'ESC, là, le choix du patient il est prépondérant puisqu'on a une recommandation du niveau 1. On peut implanter une bioprothèse, mais bien sûr, après avoir informé le malade, c'est lui quand même qui est au cœur du débat et qui doit choisir pour sa future vie de qu'est-ce qu'il doit choisir comme contrainte. Quelle est la contrainte finalement la moins pénible? Ouais. Qu'est-ce que... Voilà, alors, qu'est-ce que... Oui. Comment, ou alors tu veux qu'on parle après, mais comment nous, cardiologues, cliniciens, cardiologues du patient, etc., comment on peut l'aider dans cette réflexion-là? Parce que le tout n'est pas de lui dire voilà ce qui vous attend d'un côté, voilà ce qui vous attend de l'autre, c'est d'alimenter son... Tu veux dire, est-ce qu'on peut lui dire si j'étais vous, je ferais ça? C'est ça? Non, mais peut-être que, tu vois, tu as des éléments qui ne nous viennent pas forcément toujours à l'esprit en termes de qualité de vie, et c'est vrai qu'on peut l'imaginer. Tu l'as très bien dit, avoir une nouvelle maladie, alors que sinon, on a 15 ans de paix royale. Après, ou presque. Est-ce que c'est vraiment 15 ans de paix royale ou est-ce qu'on a une épée de Damoclès, tout ça? Mais ça dépend justement du profil psychologique des gens, de comment est-ce qu'ils sont conformés. Là, en l'occurrence, ce malade, il nous a dit, écoutez, moi, j'ai pas du tout envie de prendre des anticoagulants tous les jours. Je ne veux pas de ça. Et je veux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas avoir peur d'avoir des complications hémorragiques. Donc voilà, la biologique, c'est une option qu'on peut proposer. C'est pas comme si on nous disait voilà, c'est la méca et puis il n'y a pas le choix et puis le motocross, tu vas t'assier dessus. Voilà, c'est une option qu'on peut proposer dans l'arsenal thérapeutique. Donc, le problème de la biologique, c'est la dégénérescence valvulaire. On voit ici, je ne sais pas si on voit à l'écran, voilà, on voit ici cette valve qui est une valve elle a bien vécu, elle s'est rigidifiée, elle s'est calcifiée, et cette dégénérescence valvulaire, malheureusement, eh bien, c'est l'histoire d'une valve qu'on implante. Forcément, elle va dégénérer à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas quand. Il y a des facteurs de risque qui sont liés au patient et des facteurs de risque qui sont liés à la valve. Donc, en gros, tous les facteurs de risque liés au patient, c'est l'âge jeune. Bon, je ne sais pas si on peut considérer que ce malade est très jeune. Là, l'âge jeune, c'est bon, 30-40. La question se pose, par exemple, pour les femmes qui veulent avoir des enfants, etc. Tous les facteurs de risque cardiovasculaires, l'insuffisance rénale chronique, et aussi les facteurs de risque liés à la valve, les prothèses de petite taille. C'est pour ça qu'il faut toujours s'attacher à mettre les prothèses les plus larges possibles, le mismatch et l'HVG persistante, qui est le corollaire et la conséquence du mismatch. Donc, les conséquences, alors voilà, les conséquences de la dégénérescence valvulaire, eh bien, finalement, c'est la reprise chirurgicale. On voit bien ici sur cette étude qui a comparé, très récente, qui a comparé l'évolution des patients jeunes chez qui on a implanté une méca et une biologique. On voit bien ici avec la biologique, le taux de reprise, il est 4 fois supérieur au taux de reprise avec les valves méca. En revanche, ce qui est important aussi de montrer, c'est que la survie n'est pas impactée. Là, on voit finalement que la survie de tous ces malades, même avec la reprise chirurgicale, mais finalement n'a pas entraîné de conséquences sur la survie en raison des progrès constants de termes de réanimation et de chirurgie. Alors, voilà, jusqu'à il y a quelques années, la seule solution pour traiter cette dégénérescence, c'était la réintervention chirurgicale. On disait aux patients, voilà, vous allez vous faire réopérer un jour, mais on ne sait pas quand. Ah oui, alors j'ai...
Alors, qu'est-ce qu'on peut lui proposer ou quel type de valve? Parce que donc, on a dit que ce patient, il avait choisi la valve biologique. Bon, alors, on va lui proposer une valve biologique, mais on ne va pas lui proposer n'importe laquelle. On peut lui proposer cette valve qui est arrivée sur le marché il y a 3 ans. C'est l'Inspiris Resilia qui est issu des laboratoires Edwards. Alors, j'ai pas d'action encore chez Edwards, mais Dépêche-toi. oui, peut-être, il faut que j'y pense. Cette valve, elle a pour ancêtre la Périmount, qui est la Magnalis, qui est une des valves les plus implantées au monde et qui a montré une durabilité moyenne de 18 ans, 17,6. Elle est apparue relativement récemment sur le marché. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a 3 choses. D'abord, elle a un traitement anti-calcification qui a montré vraiment son efficacité sur la survenue des calcifications au cours du temps avant la mise sur le marché, bien sûr. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il est très probable que cette valve, elle aura une durabilité au moins aussi longue que la Magnalis, mais le labo dit que très probablement plus. Déjà, si elle fait aussi bien, c'est déjà bien. Elle a aussi des marqueurs de taille qui sont visibles en scopie, donc ça pour préparer la suite. Comme tu le disais, Jérôme, le valve valve, ça va être important. Et puis, la technologie VFit, qui est une zone d'expansion. Alors, qu'est-ce que c'est que le VFit? Finalement, c'est le fait que le stent, là, de cette valve, il ne soit pas complètement fermé. Il a une zone d'expansion qui peut, lors d'un potentiel valve-in-valve, puisque le valve-in-valve, aujourd'hui, c'est l'une des options thérapeutiques. Il n'y a plus seulement la reprise chirurgicale, mais il y a aussi le valve-in-valve qui peut être proposé. Et ça permettra d'élargir légèrement l'anneau et donc d'accueillir une valve plus grande, puisque finalement, on a vu qu'avec une valve plus petite, on a là encore une dégénérescence et surtout, on a un mismatch. Ça ne va pas limiter la taille de la valve à rentrer dans celle-ci. Elle va occuper la place en la dilatation. Donc, ça va augmenter la future surface aortique du potentiel futur valve-in-valve. Et donc, avant l'arrivée de ce dispositif, quand on faisait un valve-in-valve, on craquait la valve avec un ballon spécifique, non compliant à haute pression. Donc, c'était une technique un petit peu, je pense que tu le fais de temps en temps. Oui, c'est sur des indications effectivement ciblées, on le fait. Mais il y a aussi des valves qui sont non craquables. Voilà. Et avec celle-ci, finalement, ça ne sera plus nécessaire. Alors, les résultats à 5 ans, ils sont excellents. Ça vient de paraître là cette année. Ils montrent des gradients bas et l'absence de dégénérescence valvulaire. Il n'y a eu aucune dégénérescence avec cette valve, alors que ça n'a pas été le cas de certaines valves qui sont apparues sur le marché, qui ont montré des dégénérescences relativement précoces. Mais là, ce qu'on remarque quand même, c'est que pour les petites tailles, les gradients sont quand même plus élevés. Donc ça, c'est important. Ouais. Ça doit encourager à faire une chose quand on implante la valve biologique initialement, ça doit encourager à élargir l'anneau pour justement préparer le futur. Parce que si on se retrouve à mesurer une valve 19 ou même mesurer une valve 21, on imagine bien que quand on va faire un valve-in-valve plus tard, forcément, il va y avoir quand même un certain encombrement et que finalement, on ne va rien gagner. Donc, après, le plan pour ce patient, on l'a déjà dit. Après, finalement, on aura ces 2 solutions. Donc, soit la reprise chirurgicale, soit le valve-in-valve. On peut espérer, là, aujourd'hui, qu'il aura aux alentours de 66, 67, 68 ans quand cette dégénérescence valvulaire arrivera. Il y a de plus en plus d'études qui sont sorties et qui vont sortir et qui montrent et qui comparent la chirurgie comparée au valve-in-valve. Et cette étude qui est sortie récemment montre que le valve-in-valve est supérieur à la chirurgie en termes de mortalité en 30 jours, d'implantation de PM, de transfusion sanguine, bien sûr. Et surtout, si on regarde la survie à 5 ans, on voit que le valve-in-valve, il fait là encore mieux que la chirurgie. Donc, ça fait partie des options thérapeutiques à prendre en compte et à envisager dès le premier remplacement valvulaire et donc à anticiper. Maintenant, il faut aussi se dire qu'on n'a aucune étude randomisée à ce jour qui compare valve-in-valve et reprise chirurgicale et encore moins sur des patients jeunes, évidemment. Donc, on doit garder à l'esprit que le valve-in-valve doit faire partie de l'arsenal thérapeutique, que c'est une option thérapeutique, mais on doit aussi rester vigilant et surveiller les futures études qui ne vont pas manquer d'arriver. Ouais. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Marina?
Et pendant que vous nous dites, il y en a une remarque de Flore Ortovis qui a appris que le Coagucheck n'est pas fiable chez des patients qui prendraient du Bactrim. Et donc, je pense que ça doit être un patient qui est au long cours sous Bactrim pour une endocardite par le passé et qui a dû arrêter de faire du Coagucheck et retourner au labo comme avant, quoi. Voilà, merci Flore. Est-ce qu'il y a des questions pour Marina? Donc, en fait, on va enchaîner rapidement sur le bilan préopératoire et le patient se plaint de palpitations. Ok, c'est Maximilien qui reprend la suite. Un Holter ECG pendant son bilan préopératoire, on tombe sur des lambeaux de FA soutenus qui correspondent en fait à ces épisodes de palpitations. Et Salem va nous parler un petit peu de cela. Donc, il lui manquait un peu de problème rythmique à ce patient, mais ô combien c'est notre quotidien. Non, mais oui, vraiment, enfin, je veux dire que ce soit en pré-op, les soucis, ou que ce soit encore plus en post-op. Tout à fait. Alors, donc, on va parler effectivement de la prise en charge de cette fibrillation auriculaire chez ce patient, donc valvulaire et coronarien. Donc, la prise en charge de la FA, comme vous le savez, c'est toujours bimodal, on va dire. La diminution et le contrôle du risque thromboembolique et essayer d'avoir un contrôle de son rythme de la meilleure façon qui soit pour qu'il ne soit pas gêné par ses palpitations et sur le plan hémodynamique. Donc, la première chose qu'on va discuter chez ce patient, effectivement, c'est la fermeture péropératoire de son auricule gauche. Je rappelle juste dans les dernières guidelines de la prise en charge de la FA qui date de 2020, il y a 2 indications à une fermeture de l'auricule gauche, que ce soit en percutané ou que ce soit en chirurgical chez les patients qui sont contre-indiqués au long cours à la prise d'un anticoagulant. Donc, c'est niveau 2B, classe de recommandation B. Et sur la fermeture péropératoire de l'auricule gauche, c'est aussi un niveau de preuve assez faible parce que c'est un grade C et c'est donc une conférence de consensus parce que jusqu'à présent, on le faisait assez souvent chez les patients qui faisaient de la fibrillation auriculaire en préopératoire, mais on n'avait pas d'études solides qui permettaient d'étayer cette pratique. Jusqu'à cette étude qui vient de sortir il y a peu dans le New England, qui comparait effectivement des patients bénéficiant d'une chirurgie cardiaque tout venant, qui ont fait de l'AFA et qui ont bénéficié d'une fermeture de l'auricule gauche péropératoire pour un groupe de 2400 patients, donc des groupes quand même assez conséquents, ou d'une prise en charge classique sans fermeture de l'auricule gauche. En post-opératoire, on a continué l'administration des anticoagulants chez quasiment 3/4 des patients. Et on voit effectivement que l'association fermeture d'auricule plus anticoagulation efficace réduisait de manière significative le risque de faire un accident thromboembolique, que ce soit l'AVC, pour quasiment 95% des événements cliniques dans cette étude, ou l'embolie systémique. Donc maintenant, on a effectivement une étude solide, randomisée, qui assoit cette pratique chez les patients qui font de la fibrillation auriculaire. Ensuite, pour l'ablation chirurgicale de fibrillation auriculaire, ça se pratique depuis un certain nombre d'années. C'est le docteur Cox qui a mis en place le principe de cette chirurgie. Et donc, effectivement, ça consiste à faire, on va dire, un espèce de labyrinthe au niveau des 2 oreillettes, d'où le nom de Cox-Maze. Et donc, là, vous voyez effectivement qu'il y a sur le schéma de gauche ce qu'on peut faire au niveau de l'oreillette gauche en isolant les veines pulmonaires et en créant des lignes à certains endroits. On peut faire la même chose aussi au niveau de l'oreillette droite. Donc, chez les patients qui font de la fibrillation auriculaire, chez qui on propose l'ablation de fibrillation auriculaire péropératoire, on a prouvé avec le temps que c'était une très très bonne option pour maintenir le rythme sinusal. Vous voyez ici des données jusqu'à 12 mois où on voit, donc ce sont les colonnes grises, on a un maintien de rythme sinusal jusqu'à 70% et qui est aux alentours de 50% avec le traitement conventionnel. Ça, c'est l'étude Prague et elle a même été, la surveillance a été prolongée jusqu'à 5 ans et on retrouve toujours les mêmes résultats qui sont excellents jusqu'à 5 ans
de meilleur maintien du rythme sinusal si on proposait donc l'ablation à ces patients. Quand on regarde les recommandations 2020 de la prise en charge de l'AFA, effectivement, c'est une option qui est à envisager. Donc, grade de recommandation 2A, niveau de preuve A. Donc, on a tout intérêt effectivement à proposer une ablation de FA péropératoire. Toute la question est de savoir ce que l'on propose comme geste. Donc, on peut faire très, très simple et aller isoler juste les veines pulmonaires, ce qu'on fait nous en percutané quand on a une fibrillation auriculaire paroxystique, on isole les veines pulmonaires, ou aller jusqu'effectivement au MACE biatrial avec un temps de procédure plus long et des complications, notamment en termes d'implantation de pacemaker, parce qu'à droite, quand on travaille, on risque de léser le nœud sinusal. Donc, tout cela se discute bien évidemment en ARTIM, en fonction de la chirurgie du patient, en fonction de l'ancienneté de l'AFA, en fonction de la dilatation de l'oreillette gauche. Donc, tous ces paramètres-là sont à intégrer pour proposer cette intervention. Bien évidemment, ce patient de 53 ans, surpoids avec un diabète mal contrôlé, on va beaucoup lui parler du contrôle des facteurs de risque en termes de règles d'hygiène-diététique qui favorisent la pérennité de son arythmie. Il y a notamment donc le contrôle de son diabète qui est à parfaire, le surpoids qui est à traiter. On va très certainement chez lui retrouver une apnée du sommeil qu'on va traiter. On va évaluer sa consommation d'alcool, sa consommation tabagique et donc effectivement ça fait partie de la prise en charge de l'AFA et de la prévention par la suite des récidives de l'arythmie. Donc voilà, finalement, il a été opéré. Je ne sais pas si les gens veulent réagir sur ta plantation, Savel. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, finalement, le patient, il est des anticoagulants. On avance un petit peu. Non, moi juste sur l'idée que j'avais notion, mais je sais que c'est pas évident à appliquer, mais j'avais notion que pour la FA périopératoire, il y a des études qui ont montré que c'était bien de mettre les patients sous bêta-bloquants, mais je ne sais pas si on le pratique et je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vraiment entrer dans les pratiques, parce que finalement… Ici, il y a une étude déjà en cours en réanimation chirurgicale. Ouais. Après, je ne sais pas si un des réa est connecté ou pas. Bon. Ce sont des grosses journées, mais l'Andiprotect avec l'administration de bêta-bloquants en double aveugle pour la FA. Donc, il y a quand même encore des choses à prouver, à démontrer. Et on aura des données dans pas longtemps sur ça. Ok. Bon, et donc, Maximilien, donc finalement, je vends la mèche. Il a été opéré, ce patient, de pontage à cœur battant, tout artériel, avec un pincement valvulaire aortique biologique, désolé pour les supporters de la mécanique, Inspiris Resilia et fermeture de l'auricule gauche en péropératoire. Mais malheureusement, en post-opératoire immédiat, il a fait un BAV complet qui a nécessité une stimulation par ses électrodes épicardiques et finalement, il est revenu en rythme sinusal et a pu aller en réadaptation cardiovasculaire. Avant toute chose, excusez-moi, ce BAV, j'ai fait la réponse avant la question. BAV complet à J1 qui régresse, mais avec une chirurgie quand même lourde, cardiaque, dont une atteinte d'une chirurgie de la valve aortique. Est-ce qu'il y a un intérêt, Salem, à mettre un PM d'emblée chez ce patient-là qui a fait un trou d'appendition de haut degré grave? Très bonne question, Maxime. Donc, effectivement, Maximilien. Donc, effectivement, le BAV complet ayant récupéré, dans les recommandations, il est en général, on va dire, de pratique d'attendre un petit peu, au moins 5 jours. Et si effectivement ça a récupéré, on ne va pas proposer de premier abord l'implantation d'un pacemaker. Alors, il y a une petite particularité dans ces recommandations qui disent que si effectivement il y a un BAV complet pérenne chez quelqu'un, par exemple, qui est complètement dépendant de ses électrodes, au bout de 48 heures, on commence à se poser une question en termes de sécurité en se disant, bon, les électrodes épicardiques, ça marche très, très bien, mais de temps en temps, ça peut être dysfonctionnant et on peut avancer effectivement la date de l'implantation et ne pas attendre forcément les 5 jours comme c'est mentionné dans les recommandations. Alors, l'autre question qui se pose, effectivement, c'est ce patient, on va l'anticoaguler. Alors, en post-opératoire immédiat, est-ce qu'on fait comme on a toujours fait avec les AVK, traitement qu'on connaît, on a le recul nécessaire, surtout en post-opératoire de chirurgie cardiaque, ou est-ce qu'on fait
effectivement, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a des recommandations pour utiliser des AOD d'emblée en post-opératoire dès qu'effectivement le risque de saignement le permet. Et quelle est l'indication? C'est de la FA. Sa fibrillation auriculaire, tout à fait. On est d'accord. Et s'il n'avait pas fait de FA, il n'avait pas besoin d'être anticoagulé, ce patient? C'est un RAC, il est… La biologique, c'est variable. Certains anticoagulent pendant 8 jours, d'autres anticoagulent pas du tout. Nous, ici, on n'anticoagule pas. Donc finalement, pas par voie orale, en tout cas. Non. OK. Donc, la première notion qu'on va essayer d'avoir en tête, c'est que cette fibrillation atriale est non valvulaire. Même si ce patient, effectivement, a une chirurgie, a une bioprothèse, dans à peu près toutes les guidelines, on va dire, nord-américaines et européennes, la fibrillation atriale valvulaire, c'est la mitrale rhumatismale et la valve mécanique. Tout le reste est classé comme étant une FA non valvulaire. Et donc, chez ces patients, hors chirurgie cardiaque, bien sûr, ce sont ces patients chez qui on a le droit de donner des AOD et on le fait assez volontiers quand on n'a effectivement pas de contre-indication aux AOD. Donc, on est allé regarder un petit peu l'efficacité de ces traitements chez ces populations, c'est-à-dire les patients qui ont donc des valves biologiques et les patients qui ont une valvulopathie qui ne nécessite pas d'être opérée, donc une essence mitrale moyenne, un RAC non serré. Et on voit effectivement dans la méta-analyse de toutes les études qui ont validé les AOD dans la fibrillation atriale non valvulaire, on voit qu'en termes d'efficacité sur le risque thromboembolique, on fait aussi bien dans une population porteuse d'une valve biologique ou d'une population qui a une valvulopathie non chirurgicale versus des cœurs sains sur le plan valvulaire. Et en termes de safety, donc le risque hémorragique, on a exactement les mêmes résultats. Donc, chez les patients ayant une bioprothèse et chez les patients ayant une valvulopathie non chirurgicale, on a tout à fait le droit d'utiliser des AOD en se fiant sur ces analyses-là. En pratique, quand on regarde un petit peu l'évolution de l'utilisation de ces nouvelles molécules en chirurgie cardiaque, on voit effectivement que depuis leur apparition sur le marché, c'est-à-dire début des années 2010, on voit que de plus en plus, on y a recours en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Quand on regarde un petit peu dans le détail, alors la chirurgie aortique et les pontages, on l'utilise assez volontiers. On est un petit peu plus réticent dans la chirurgie mitrale. On peut le comprendre, c'est en général des pathologies avec des oreillettes assez dilatées. Donc, c'est cette population-là qui va nécessiter peut-être d'être un petit peu plus étudiée. Quand on regarde en termes de morbimortalité en post-opératoire de chirurgie cardiaque, les AOD, les AVK font exactement la même chose en termes de mortalité, de risque ischémique, etc. Ce qu'on gagne, par contre, c'est surtout sur cette dernière ligne. Comme on n'a pas ce temps d'adaptation des INR, eh bien, on a une durée de séjour beaucoup plus courte. Dans les documents de consensus, quand vous regardez, il est effectivement mentionné que on peut tout à fait utiliser les AOD dans la F1 non valvulaire chez des patients avec des bioprothèses, comme c'est le cas chez notre patient, mais qui manque quand même des études pour étayer cette pratique. Et donc, c'est actuellement le cas de cette étude qui s'appelle NEW-AF, qui va effectivement randomiser des patients post-opératoires de chirurgie cardiaque pour l'utilisation de l'AOD versus de l'AVK. Et on va avoir les résultats à l'horizon de 2023. Finalement, il évolue favorablement, il part en réadaptation cardiovasculaire, mais il nous revient. Je peux passer les diapos, je peux passer aussi, je peux passer. Il nous revient en fait parce qu'il est asthénique et des fréquences cardiaques basses, et la réadaptation m'envoie pour un BAV3. Voilà. Donc là, il n'y a pas de doute, Salim, je vais lui proposer quelque chose, j'espère. J'espère bien aussi. Donc, effectivement, ce patient fait du BAV3 de manière paroxystique, et toute la question qu'on va se poser chez lui, c'est est-ce qu'on va lui proposer une stimulation conventionnelle, donc un boîtier et deux sondes, ou est-ce qu'on va faire un petit peu plus moderne, entre guillemets, en lui proposant une stimulation sans sonde. Donc, avant de discuter, je vais juste vous montrer une petite vidéo de quelques secondes pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. C'est un abord veineux fémoral droit avec effectivement une gaine dans laquelle est introduit le tout petit pacemaker. La gaine est déflectable, donc ce qui va nous permettre de passer de l'oreillette droite vers le ventricule droit via la tricuspide.
Donc, on va aller essayer de se positionner plutôt en position septale. Là, dans cette vidéo, vous voyez que c'est surtout à l'apex, mais on préfère éviter. Et donc, on va aller, si vous voulez, ancrer le pacemaker grâce effectivement à des tout petits crochets qui vont se fixer au niveau de la paroi myocardique du ventricule droit, comme vous le voyez ici. Et donc ça, on fait ça sous contrôle scopique. On a un certain nombre d'indices électriques une fois qu'on est bien positionné pour dire qu'on a une bonne efficacité de la stimulation. Ça a l'air bien fixé. Voilà, tout à fait. Oui, on vérifie que les crochets sont dans le myocarde. Sont bien ancrés dans le myocarde. On fait notre petit contrôle et puis on largue le matériel une fois qu'on est content. Voilà, donc maintenant de plus en plus va être utilisée la technologie Micra AV, c'est-à-dire qu'avant les Micra, c'était surtout une technologie monochambre, VVI, mais de plus en plus va être utilisée effectivement cette technologie AV où on va avoir la possibilité de détecter un signal lié à la contraction atriale. Bon, c'est une algorithmie assez complexe, mais qui marche relativement bien. Et pourquoi on propose ce type de technologie chez ce patient-là? C'est parce que il est valvulaire, donc il a une bioprothèse, il est diabétique, mal équilibré, il a un surpoids, donc il serait potentiellement à risque d'infecter son pacemaker conventionnel. Le risque d'infection varie de 1 à 2% sur les grosses séries de stimulation conventionnelle. Et donc, par contre, dans les Micra, dans toutes les séries qu'on a pour l'instant, on n'a quasiment jamais eu d'infection de ces dispositifs, sachant qu'on les a utilisés, par exemple, dans ces deux séries chez des patients qui ont fait une infection et donc chez qui on a extrait l'ancien matériel, et chez les patients qui sont hémodialysés. On sait que ces patients-là sont un très, très haut risque d'infection de matériel et donc il n'y a eu aucune infection dans ces séries. Il y a eu un seul cas décrit dans la littérature chez un patient très, très immunodéprimé. Et donc, on a pu aller l'extraire de manière percutanée sans recourir à une chirurgie cardiaque. Les questions que pose cette nouvelle technologie sont liées au fait que, une fois que la batterie va s'user, que va devenir ce petit boîtier? Eh bien, sur des petites séries cadavériques, on a montré qu'on pouvait en mettre plusieurs dans le ventricule droit. On peut en mettre un, par exemple, à l'apex, un au niveau du septum et un au niveau de l'infundibulum pulmonaire. Donc, 3 fois, on va dire 10 ans, donc ça fait quand même 30 ans de stimulation cardiaque. C'est quand même assez large comme perspective. Et il y a même des gens, effectivement, qui se sont dit, bon, donc pourquoi pas aller l'extraire et en remettre un nouveau. Ça a été le cas chez ce patient qui, après 4 ans, a usé sa batterie. C'est un petit peu prématuré, effectivement. Il devait avoir des mauvais seuils. Parce que sinon, probablement, effectivement. En général, c'est plutôt une dizaine d'années. Donc, ce qu'ils ont fait ici, comme vous voyez, c'est qu'ils en ont mis un nouveau. Et grâce à la gaine, ils sont allés chercher l'ancien en mettant un petit lasso. Et donc, ça s'est très, très bien passé et ça a été extrait sans problème. Voilà, donc technologie assez nouvelle et puis effectivement, qui peut être proposée à ce patient. On va pouvoir conclure. Oui, voilà. Donc, quelques conclusions, effectivement. Et après, quelques questions rapides ou oui. tu veux des questions d'abord? Là, vous avez un take-home message qui... Ouais, d'accord. Ben, c'est super, mais disons-les, puis après, on ouvre un petit peu la discussion. Moi, je voulais juste rappeler que l'ETO peut apporter quelques éléments supplémentaires à l'évaluation d'un rack limite serré en ETT avec les éléments qu'on a vus, que l'ETO peut quand même nous permettre de faire un bilan de faisabilité de TAVI lorsque le scanner n'est pas réalisable, et ça arrive de plus en plus chez des patients avec une insuffisance rénale très sévère, on veut limiter l'injection de produits de contraste dosés. Le NT-proBNP est un biomarqueur discriminant parmi les racks moyennement serrés à serrés et parmi les racks serrés symptomatiques et asymptomatiques. Et ça, je l'avais passé rapidement parce qu'il est tard, mais je vous rappelle tous qu'en cas de bicuspidie aortique, c'est dans les recommandations, il faut dépister tous les apparentés au premier degré avec une échographie cardiaque chez les patients majeurs, mais ça peut aussi être chez les patients mineurs si jamais ils sont très sportifs. Voilà pour mes take-home messages. Les miens, c'est simple, hein, c'est l'intérêt de faire le scanner dans les cas qui sont ambigus et puis
on rappelle que le scanner, c'est quand même fondamental dans l'évaluation du RAC, surtout l'évaluation interventionnelle, mais qui constitue notre pratique courante. Et puis, bien sûr, l'importance de raisonner sur la revascularisation coronaire, que ce soit par voie chirurgicale, que ce soit par voie percutanée. L'importance, voilà, de discuter pas seulement au travers les scores, mais aussi à travers les qualités des personnes avec lesquelles nous avons la chance de travailler. Ce qui fait, voilà, tout le Heart Team. Super. Marina. Moi, je voulais dire que la revascularisation coronaire chez le tritronculaire diabétique, elle doit être chirurgicale, que la revascularisation, elle doit être, à mon sens, complète, toute artérielle et si possible en cœur battant. Que devant un RAC du sujet jeune, la valve biologique est une option à proposer et qu'on doit savoir écouter le patient. Et que le valve-in-valve, c'est une option en cas de dégénérescence valvulaire, mais ça doit se préparer dès l'implantation chirurgicale de la première valve. Qu'est-ce que c'est l'inconvénient de faire du CEC conventionnel sur un pontage? Pardon, quel est l'inconvénient de faire du cœur battant? Parce que, l'inconvénient de faire du oui, cœur battant. parce que pourquoi on ne fait pas du cœur battant à tout le monde? C'est parce que c'est un peu plus complexe, c'est une question de matériel, c'est une question de technique. Quand tu me poses cette question, je me dis, mais finalement, on est en France. Ouais. Tu poses cette question au Japon, les gens ne la comprennent pas. D'accord. Puisque au Japon, qui est un pays où il y a une grande tradition de microchir, le cœur battant, c'est 90% des procédures de pontage. Donc, c'est une question de culture, c'est une question de démocratisation de la technique. Voilà. En France, on n'a pas beaucoup cette technique. En France, c'est l'inverse, c'est 90% des pontages sont faits sous CEC. On a la grande chance ici d'avoir un centre où on pratique du cœur battant, où Mauro Romano maîtrise cette technique. Oui, ça fait des décennies qu'il fait ça. Oui. Et ça, c'est une grande chose pour le centre, ça c'est sûr. Et on est le seul centre en région parisienne, par exemple, où on pratique du cœur battant. Je n'ai pas très bien entendu ce que tu viens de dire. C'est vrai. Salem. Alors, quelques messages sur le plan rythmologique. Donc, fermeture péropératoire donc, de l'auricule gauche. Elle doit être proposée de manière systématique à tous les patients chez qui il y a un antécédent de fibrillation auriculaire. L'ablation de FA a tout à fait sa place chez ces mêmes patients, mais on va dire que ce qu'on peut leur proposer comme protocole diffère d'un patient à l'autre, donc ça se discute au cas par cas. L'énaco en post-opératoire, pourquoi pas, mais ça reste à prouver et l'étude de NewAF ira dans ce sens-là. Et puis la nanostimulation, je pense, constituera l'avenir. Actuellement, c'est évalué à peu près à 4% des 15 à 18 000 prothèses qu'on est amené à poser chaque année en France par l'HAS, mais je pense que ce sera quelque chose qui va se démocratiser au vu des avantages proposés par cette technique. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos amis? L'ablation de la fibrillation opératoire, c'est quelque chose qui, là aussi, fait question du point de vue de la culture et de l'acquisition de la technique. Ça prolonge un petit peu la procédure. Ça peut se faire un peu hors CEC, parce qu'on peut passer sur la paroi du côté extérieur, mais est-ce que c'est diffus? Est-ce que c'est vraiment diffusé comme... C'est là encore une question d'habitude. Parce que c'est quand même intéressant comme résultat. Hein. Sur des patients comme ça, avoir 80% de rythme sinusal à 1 an versus 40 si tu ne l'as pas fait et que malgré tout, j'imagine, tu as mis les médicaments qu'il faut, etc. Ça rejoint les résultats de l'ablation endocavitaire qui dépassent largement les médicaments et donc... comme pour l'ablation endocavitaire, il faut que le patient s'y prête, il faut que le chirurgien sache le faire, il faut que l'intervention ne soit pas trop longue pour le faire, mais il faut qu'on y pense aussi en préopératoire. Donc, mais très probablement, on n'y pense pas assez. On n'y pense pas assez. Mais c'est vrai qu'aussi, à ajouter des gestes, on alourdit, donc on n'a pas toujours envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en front-camp, vous avez réussi à englober une quantité de réflexions et de... C'est un patient complexe.
Oui, oui. En Mais plus, c'était mais en plus, c'était une discussion, moi qui n'ai pas participé à la conception de ce travail, j'ai appris que c'est un vrai patient. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas fichu de notre gueule. Apparemment, c'est un vrai patient, c'est son vrai âge, c'est vraie biologie, c'est son vrai cœur, c'est son vrai scanner, C'est ça. c'est ses vrais coronaires, etc. Et c'est sa vraie chirurgie. Et il va bien. Bah, il va bien. Vous pouvez entrer, monsieur. Non. Bon, donc, il n'y a pas de questions parmi nos amis dans l'Assemblée? Eh bien, c'est génial. Je crois qu'on est à l'heure. Et on va vous souhaiter à tous une très, très bonne soirée. Et merci vraiment beaucoup d'avoir été présents, de vous être connectés et d'être nos fidèles compagnons là pendant ces années et pour la prise en charge des patients. Merci à tous. Et voilà, absolument. Donc, le 16 décembre, nouvelle session Art Team Digital. On a des choses à dire là-dessus. Fiorella me regarde avec sa baguette de chef d'orchestre. Sur le thème de la mitraille. Sur le thème de la mitrale. Voilà. Excellent. Et on leur envoie un CD. Et on vous envoie ce qu'il faut pour les informations là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonne soirée. À vous. Bonne soirée. À Au très revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.